Donc, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous poursuivons donc nos travaux avec l'audition de Jean-Pierre Viola, conseiller maître à la Cour des comptes, président de la section de la 4e chambre. Donc, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement de services publics de proximité et de la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique et donc avant de vous donner la parole, je vais vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc, monsieur, on va vous donner la parole pour une intervention d'une quinzaine de minutes. Et puis, le rapporteur et les collègues de la commission d'enquête vous poseront des questions. Mais avant de vous céder la parole, je la transmets à notre collègue Thomas Dessus pour qu'il vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci, Monsieur le Président de la section de la 4e chambre, mes chers collègues. Donc oui, cette commission d'enquête s'attache aux évolutions de l'autonomie des collectivités, à leur libre administration, suite à un certain nombre de réformes et de tensions qui sont nées entre les collectivités et qui se sont intensifiées entre les collectivités et l'État et qui se sont intensifiées ces dernières années suite à peut-être leur plus forte dépendance au budget de l'État et donc quelque part qui sont à la fois victimes victimes des évolutions et de la recherche de redressement des comptes publics. On a déjà entendu beaucoup d'associations d'élus et de collectivités. Et puis, on a aussi entendu M. Dussopt ou encore la DGCL. Et on a besoin d'un éclairage de la Cour pour poursuivre notre réflexion sur cette notion d'autonomie budgétaire et sur les effets de la déterritorialisation de l'impôt sur lesquels vous avez travaillé. Donc, je vais vous laisser la parole pour quelques minutes et puis on échangera par la suite sur ces questions. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir convié à cette audition. Je ferai une intervention liminaire brève qui consistera principalement à rappeler les missions qu'exerce la Cour pour ce qui concerne les finances publiques locales et aussi les axes de travail que nous poursuivons, les objectifs que nous poursuivons dans le cadre de l'exercice de ces missions. Tout d'abord, comme vous le savez, chaque année, la Cour établit un rapport annuel sur les finances publiques locales en application de l'article L132.8 du Code des juridictions financières. C'est un rapport qui comporte 2 fascicules. Un fascicule qui est publié en juin, l'année dernière c'était début juillet pour les circonstances que vous connaissez, et qui porte sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année écoulée, et un fascicule que nous nous attachons à publier dans les tout premiers jours du mois d'octobre, afin de fournir à l'Assemblée nationale et au Sénat, au moment où s'engage la discussion du projet de loi de finances, des éléments d'appréciation sur, d'une part, les perspectives financières des collectivités territoriales et aussi la manière dont les finances publiques locales s'inscrivent avec plus ou moins de facilité, plus ou moins d'évidence, dans la trajectoire d'ensemble des finances publiques telle qu'elle a été définie par le législateur et telle qu'elle résulte aussi des documents adressés par le gouvernement à la Commission européenne. Dans le cadre de nos... Alors, c'est un premier travail, il y en a d'autres que nous réalisons. Vous en... Ah, attendez, je me rends compte que j'en ai pris. C'est idiot. C'est bien le bon. Ouais, vous voyez, donc j'étais relativement tendu avant d'entrer dans cette... Vous
devez dégager vos excédents. Vous allez penser que la Cour des comptes cherche à réduire les déficits publics par des moyens peu orthodoxes. Donc nous établissons, toutes mes excuses, donc nous établissons ce rapport annuel sur les finances publiques en 2 fascicules. Nous travaillons aussi sur des sujets sur lesquels nous nous autosaisissons. L'année dernière, en 2024, nous avons travaillé en particulier sur la dotation globale de fonctionnement qui, malgré les réductions en euros courants et en euros constants qui sont intervenues, reste un concours de premier plan de l'État aux communes, aux intercommunalités et aux départements. Et puis nous répondons à des demandes du Parlement. Cela a été le cas de la part de la Commission des finances de l'Assemblée nationale l'année dernière, qui nous a demandé en quelque sorte de dresser un bilan d'ensemble des réformes de la fiscalité locale intervenues depuis 2017, et ce du point de vue de l'ensemble des parties prenantes de ces réformes, qu'il s'agisse des ménages, des entreprises, des collectivités, et puis des finances publiques de l'État et des finances publiques dans leur ensemble. Dans le cadre de nos travaux, nous essayons de poser les termes des débats. Ça n'est pas entièrement évident, je dois le dire, au regard de l'extrême complexité de la structure de financement des collectivités locales, qui résulte de la sédimentation de décisions dont beaucoup remontent aux années 80, quelquefois aux années 70, et qui se sont empilées au fil du temps en fonction d'objectifs qui ont évolué. Et l'ensemble forme un tout, il faut bien le dire, qui est peu compréhensible, peu lisible, et dans lequel il est difficile d'effectuer des modifications, ne serait-ce que par manque de visibilité finalement de l'ensemble des impacts. Nous nous attachons à jouer un rôle de tiers de confiance entre l'État et les collectivités locales, car nous sommes bien conscients de différences d'approche, également, je pense qu'on y reviendra, de différences de terminologie qui ont leur importance. Quand on parle de déficit, de quoi parle-t-on du côté des collectivités locales, du côté de l'ensemble des administrations publiques. Et aussi, nous attachons, évidemment, vous connaissez le contexte d'ensemble des finances publiques, qui est un contexte d'extrême dégradation des finances publiques en termes de déficit, en termes d'endettement public, d'émettre des propositions qui aillent dans le sens de l'inscription des collectivités dans une trajectoire financière prévisible, partagée et aussi équitable entre les différentes catégories de collectivités et au sein de chacune d'entre elles. Voilà ce que je voulais indiquer de manière limitée. Merci. La première question, et c'est une des premières questions du questionnaire, porte sur les compensations de pertes de recettes que la Cour évalue comme plutôt favorables pour les collectivités. Et quand on auditionne les différentes associations d'élus ou de collectivités, ce n'est pas réellement le ressenti. Et donc, dans votre qualité de tiers de confiance, comment vous expliquez ce décalage entre... parce que les propos, enfin en tout cas, cette perception favorable, c'est aussi la perception qu'a développée Olivier Dussopt ou la DGCL. Hein, donc c'est ce que l'État comprend de la façon dont il a construit ces compensations, et ce n'est pas perçu de la même façon par les collectivités. Comment vous pouvez expliquer ce décalage, peut-être ? D'une part, nous avons fait porter nos analyses jusqu'à l'année 2024 comprise. Et donc ces analyses n'intègrent pas l'année 2025, qui est une année de rupture, dans une certaine mesure, dans la trajectoire des relations financières entre l'État et les collectivités locales, à travers la définition dans la loi de finances, mais aussi dans la loi de financement de la sécurité sociale, d'une mise à contribution importante des collectivités, quoique inférieure à celle qui était prévue dans le projet de loi de finances pour 2025. Il nous semble que cette différence de perception, d'abord, elle peut tenir à des différences de période de référence. Par exemple, selon l'année de référence que l'on prendra pour la CVAE, on obtiendra un résultat différent. Elle peut tenir aussi à une appréciation différente
des perspectives d'évolution des bases foncières pour ce qui concerne la taxe d'habitation sur les résidences principales. Il nous semble que sur le long terme, et sauf évidemment mesure de gel décidée dans le cadre de la loi de finances, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est le principal instrument de compensation des réformes fiscales qui sont intervenues, présente l'avantage de progresser à un rythme similaire au produit intérieur brut. Alors, il est exact qu'en 2023, la TVA a moins progressé que le produit intérieur brut, mais il ne faut pas oublier qu'elle avait beaucoup plus progressé que le produit intérieur brut en 2021 et 2022. Et donc, dans une certaine mesure, ce qui s'est passé en 2023-2024 est à voir comme une correction post-crise Covid de ce qui s'était produit en 2021 et 2022, c'est-à-dire une forme de surrebond du produit de l'impôt par rapport à l'évolution de l'activité économique. La TVA, nous semble-t-il, par rapport à la taxe d'habitation, peut présenter l'avantage de faire bénéficier les collectivités des évolutions volume et prix des bases d'imposition dès l'année en cours et non pas avec une année de décalage. Alors encore une fois, bien évidemment, cela est fonction de l'évolution spontanée de la recette, cela est fonction aussi des mesures de la loi de finances concernant la répartition de cette recette entre l'État et les collectivités. Peut-être un élément supplémentaire par rapport à votre interrogation qui correspondait à une réaction de l'Assemblée des départements de France, qui est que les observations tirées du passé n'ont pas nécessairement une valeur prédictive pour l'avenir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a pu constater année après année une augmentation des bases d'imposition foncière pour ce qui concerne les logements d'habitation, qui est comprise entre 1 et 2 points. Donc une augmentation significative en volume. Avec l'application du ZAN, à savoir ce que deviendra cet objectif, on pourrait assister à l'avenir, si effectivement ce dispositif est appliqué, même sous une forme amodiée, à une croissance en volume moins importante des bases d'imposition. Et donc au besoin, je dirais, de trouver des sources alternatives de financement par rapport à la situation qui aurait été celle des départements s'ils avaient conservé la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été réaffectée aux communes en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc je suis plutôt, mon propos, comme vous l'aurez compris, est de confirmer nos analyses pour ce qui concerne la période de suppression des impôts et de leur compensation par la TVA, donc 2021-2024. Et évidemment, l'année 2025 introduit une forme de rupture avec une estimation de réaffectation vers l'État de la recette de TVA de l'ordre d'1,2 milliard d'euros, à savoir évidemment ce qui sera décidé dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Est-ce que la dynamique de la TVA pour ce qui concerne les parts locales sera redonnée, si je puis m'exprimer ainsi, aux collectivités, ou est-ce qu'elle sera partagée avec l'État? C'est à voir. Est-ce que la Cour a évalué, parce qu'on a des chiffres, on a eu un chiffre là précédemment, mais ça circule sur d'autres valeurs, le coût pour l'État de la suppression de la taxe d'habitation, puisqu'on l'a compensé sur des recettes d'État, à combien vous évaluez ça à chaque année, à combien ça coûte pour l'État? Alors, nous avons estimé l'impact en perte de recettes pour l'État de l'ensemble des réformes de la fiscalité locale, entre taxes d'habitation sur les résidences principales, CVAE et d'autre part la réduction de moitié des bases des locaux industriels assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière sur les entreprises, plus une mesure adjacente qui était la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, qui est intervenue courant 2022, cette contribution étant adossée à la taxe d'habitation sur les résidences principales, en éliminant dans notre estimation les effets retour en faveur de l'État d'un certain nombre de choses, à environ 38 milliards d'euros de perte de recettes pour l'État pour l'année 2024. D'accord.
38 milliards. Et donc ma question suivante Et serait... une vingtaine de milliards, spécifiquement pour la taxe d'habitation. D'accord. Mais la question qui vient derrière, c'est que on a donc aujourd'hui supprimé ces impôts locaux, et puis maintenant on veut faire contribuer, donc en finançant ça par une baisse de recettes pour l'État, et maintenant on veut faire contribuer les collectivités au redressement du déficit. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de double peine pour les collectivités à qui on a supprimé des leviers fiscaux, et puis maintenant à qui on demande de serrer encore plus la vis? Nous avons expliqué dans le rapport communiqué à l'Assemblée nationale que les suppressions ou réductions d'impôts locaux représentaient une part importante, ça n'est pas le seul facteur évidemment, mais représentaient une part vraiment importante de l'évolution du déficit public dans son ensemble entre 2019 et 2024. Donc je vous laisse faire la déduction. Oui, en m'excusant, puisque je devrais vous quitter à 18h, puisqu'il y a la Commission d'affaires européennes qui se déplace à Bruxelles, et donc je reprends le train. Au fond, ces diminutions d'impôts, elles ont été décidées non pas par rapport aux collectivités, mais pour accroître la productivité des entreprises. Est-ce que vous avez vous l'évoquez d'ailleurs dans le rapport, est-ce que vous avez un regard et un retour, et est-ce que vous avez pu voir un retour pour les territoires ou finalement pas grand-chose? Alors, effectivement, comme vous l'indiquez, les réformes fiscales ont été décidées en fonction d'autres considérations que la structure souhaitable de financement des collectivités. Elles ont été décidées pour donner du pouvoir d'achat aux ménages, d'une part, et améliorer la compétitivité des entreprises, d'autre part, en réduisant les impôts dits de production qui pèsent sur le facteur travail ou sur le facteur capital. Pour ce qui concerne spécifiquement les entreprises, qui correspond à votre question, objectivement, 2024, nous manquons de recul, nous l'avons d'ailleurs dit, pour apprécier quels ont été les impacts en termes d'investissement. En revanche, ce qui est quand même assez certain de notre point de vue, c'est qu'il y a eu un effet conjoncturel marqué au sortir de la crise sanitaire, ou plutôt de l'épisode 2020 de la crise sanitaire, puisque l'on voit que la suppression de la part régionale de la CVAE représente vraiment une grande partie de l'amélioration de l'excédent brut d'exploitation des entreprises. Et donc cet effet conjoncturel d'amélioration de la rentabilité des entreprises nous semble tout à fait avéré pour ce qui concerne 2021. Il est moins net pour ce qui concerne la suppression des parts départementales et intercommunales et communales à la marge de 2023. Il va sans dire que les décisions ultérieures qui étalent sur un nombre d'années qui s'allonge, la suppression de la CVAE, ont pour effet de priver cette suppression annoncée d'un effet signal à l'égard des entreprises. Effet signal qui avait existé en 2021, tout simplement parce que les niveaux de baisse année après année qui sont à intervenir entre 2028 et 2030, tels que la loi de finances pour 2025 le prévoit, sont très faibles et ne sont pas de nature à être très remarqués, je dirais, par les entreprises. Peut-être un point sur la CVAE qui mérite d'être souligné. Comme pour la taxe d'habitation, ce sont des impôts qui ont été... alors la CVAE n'a pas été complètement supprimée, je pense qu'on y reviendra. La taxe d'habitation sur la résidence principale l'a complètement été. Ce sont des impôts qui appellent des critiques qui restent fortes et qui ont un certain fondement. Pour parler simplement de l'impôt qui demeure, la CVAE, c'est vrai que c'est un impôt qui pèse sur la valeur ajoutée qui est principalement consacrée à payer des salaires et à payer des impôts de production, type taxe foncière sur les propriétés bâties,
une meilleure logique économique aurait conduit à le faire porter sur l'excédent brut d'exploitation, par exemple, ou le résultat final de l'entreprise. Autre difficulté que soulève la CVAE, c'est le fait que c'est un impôt dont le barème est progressif, et dont le barème est progressif en fonction du chiffre d'affaires de l'année N-2. Ce qui veut dire que deux entreprises qui ont le même montant de valeur ajoutée ne vont pas supporter le même montant d'impôt. Voilà, ce qui soulève une question d'équité et qui traduit un manque de neutralité de l'impôt. Incontestablement, la CVAE était un impôt plus neutre, puisque assis sur un solde de gestion, que la taxe professionnelle historique, à laquelle elle a été pour partie substituée. Pour autant, c'est un impôt qui présente un certain nombre d'imperfections, principalement du fait de son manque de neutralité, encore une fois, à l'égard des entreprises en fonction de leur niveau de chiffre d'affaires, parce que ce n'est pas un impôt proportionnel. Pour prolonger sur la CVAE, le fait que des collectivités soient incitées à développer l'emploi industriel, est-ce que la suppression d'une première partie de cette CVAE a eu un impact sur l'investissement des collectivités sur leur territoire en matière économique? Vous avez pu évaluer ça ou... Non, alors de manière générale, ce que l'on a souligné dans le rapport communiqué à l'Assemblée nationale, c'est la disparition ou l'atténuation de liens contributifs habituels, je dirais, entre les ménages et les entreprises d'ailleurs, et les collectivités territoriales. Alors, pour ce qui concerne les entreprises, et vis-à-vis des intercommunalités et accessoirement des communes, il demeure des liens à travers la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises. En revanche, par rapport à la compétence économique des régions et aussi aux externalités positives qui sont engendrées par l'action des régions en matière de transport collectif et des départements en matière de route, là, il n'y a plus de forme, il n'y a plus aucune forme finalement de rétribution par les entreprises de services qui leur sont rendus. Donc le lien contributif, pour ce qui concerne les départements et les régions, est rompu. De manière générale, les impacts des réformes sont assez différents en fonction des différentes facettes que l'on examine, entre le bloc communal d'une part et les départements et régions d'autre part. Et c'est une différence de caractéristiques que l'on retrouvera, je pense, dans les autres questions que vous avez souhaité aborder. On peut passer peut-être à la gouvernance des finances locales. On a un certain nombre de débats entre les associations d'élus et l'État sur la transparence de l'État, la sincérité des transferts de charges, parfois contraintes. Et on se demande comment améliorer le rapport entre l'État et ses collectivités et quel type d'instance il faudrait mettre en place. Alors il y a le rapport Woerth qui proposait de fusionner l'OFGL et le CFL dans un observatoire des finances locales. Comment on peut trouver une instance où il y aurait un débat transparent et on va dire sincère entre l'État et ses collectivités? Peut-être que la Cour a un avis là-dessus. Alors, je ne me prononce pas par définition sur la sincérité. En revanche, incontestable, la sincérité des acteurs, évidemment. En revanche, il nous semble assez clair qu'il y a un besoin de pédagogie à ne pas interpréter dans le sens du pédagogisme, évidemment. Pour ce qui concerne les structures de financement, l'historique des décisions de financement, encore une fois, il est important de connaître les antériorités, car sinon on regarde la dernière crête de la vague, alors qu'il y a d'autres éléments antérieurs qui sont plus puissants et qui ont une portée plus forte. Les notions de déficit et de besoin de financement, incontestablement, pouvoir poser ensemble un certain nombre de chiffres, non seulement partager des chiffres, mais aussi partager l'interprétation que l'on fait des chiffres, aller programmer aussi certains travaux d'études destinés en particulier à faire apparaître les disparités de situation à l'intérieur de chaque catégorie de collectivités. Comme vous le savez, les collectivités territoriales sont nombreuses.
chaque collectivité a, d'une certaine manière, une forme de situation qui lui est propre et qui tient à sa situation géographique, sa population, sociologie, activité économique, etc. Et aussi, il faut bien le dire, à l'empilement de décisions historiques de financement. Et je dirais que derrière des approches générales, le bloc communal, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, il y a vraiment besoin de mettre à plat les situations particulières. Je pense qu'un premier objet de mise à plat au regard de la situation des collectivités en question concerne les départements. Je ne pense pas que l'on puisse parler réellement d'une situation... alors, il y a une situation globale, statistique, des départements, bien évidemment. Nous la commenterons dans notre prochain rapport sur les finances publiques locales, mais vous verrez que aussi nous détaillons les situations des départements, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de départements qui ont une situation financière très dégradée, incontestablement, et puis il y a d'autres départements qui ont une excellente situation financière. Et donc on a vraiment la juxtaposition en réalité de plusieurs mondes à l'intérieur d'une même catégorie. Et d'objectiver ces différences, leurs causes, et donc aussi du coup les remèdes qui peuvent leur être apportés, me semble essentiel. Il y a un autre sujet, évidemment, alors ça c'est le sujet proprement finances publiques locales, je dirais interne aux finances publiques locales, et puis il y a un sujet plus vaste, évidemment, qui est celui du rattachement des finances publiques locales aux finances publiques dans leur ensemble, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que, d'une part, les objectifs qui ont pu être fixés dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 étaient des objectifs qui n'étaient pas partagés, qui n'étaient pas non plus instrumentés, donc qui n'étaient pas susceptibles d'être réalisés, même pour partie. Et à vrai dire, non seulement les objectifs n'ont pas été réalisés, mais les réalisations sont allées dans un sens exactement contraire aux objectifs, puisque le besoin de financement des collectivités a cru bien au-delà de ce qui était anticipé, du fait principalement d'une évolution beaucoup plus rapide des dépenses de fonctionnement que ce qui était anticipé. Ce qui était anticipé aurait lui-même dû être bien sûr partagé, contredit, examiné en termes de possibilités même. Et cela n'a pas été le cas. Donc il manque une instance effectivement stratégique de haut niveau de discussion. Alors le précédent ministre de l'économie et des finances avait mis en place au Conseil des finances locales. 2 réunions, je crois, ont eu lieu. Il me semble qu'elles se sont plus traduites par la juxtaposition d'échanges, enfin d'interventions, que par une interaction des participants sur l'analyse de la situation et des voies de passage possibles du point de vue de l'État et des collectivités. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que les enceintes, évidemment, mettre en place une enceinte, c'est très bénéficiant elle-même de travaux, pouvant demander des travaux à des tiers, qu'il s'agisse de l'OFGL, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse peut-être des directions statistiques des ministères, la DGCL, la DGFiP. La mise en place d'une enceinte, c'est une modalité qui ne préjuge pas la nature, évidemment, des objectifs, ni de la nature des instruments pour les mettre en œuvre. Au sein même de l'État, comment vous percevez les relations qu'il peut y avoir entre Bercy et la DGCL, qui sont parfois peut-être une boîte noire? Difficile pour moi de me prononcer. Je crois que vous avez auditionné la directrice générale des collectivités locales. Il me semble que chacun est dans son rôle. Je pense que la véritable difficulté, c'est de définir une trajectoire de contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques qui soit d'abord réaliste,
partagée, prévisible, instrumentée et, ce qui n'est pas la moindre des considérations, équitable entre catégories de collectivités et au sein de chacune d'entre elles. Et il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois, c'est la pluriannualité des finances locales, en tout cas des contributions de l'État aux finances locales, avec cet écueil, en tout cas cette difficulté d'avoir un budget pluriannuel dans le cadre législatif actuel. Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça serait matériellement possible? Il faudrait faire une loi de programmation plus contraignante que les lois de programmation habituelles? Ou, en tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un besoin de visibilité des collectivités, regard aux investissements, aux besoins d'investissement qu'elles ont, à l'évolution aussi de certaines dépenses sociales liées au vieillissement ou autres. Et donc, on voit bien qu'on a ce besoin de se projeter, en même temps l'État qui a des besoins urgents de redresser la barre. Et donc, on est dans une espèce de double injonction qui est très compliquée désormais, avec en plus une situation de tension entre les deux strates. Alors, il est clair que la formule, parce qu'elle a été parfois évoquée, d'une loi de financement de la sécurité sociale serait de loi de financement, excusez-moi, de loi de financement des collectivités locales serait une formule très lourde et très difficile à pratiquer, puisque ce serait une troisième loi financière, en plus de la loi de finances, en plus de la loi de financement de la sécurité sociale, dans un temps parlementaire qui est contraint. Cela soulèverait nécessairement la question des instruments de maîtrise des dépenses qui seraient à prévoir dans le cadre de la loi en cas de dérapage. Est-ce que les collectivités y seraient disposées? Et en revanche, une loi de programmation financière serait plus légère, mais il est vrai que vu le contexte à la fois politique et financier, il est difficile de s'engager, difficile que l'État s'engage fermement sur une durée dépassant l'année actuellement. Mais c'est typiquement le genre de choses qui aurait vocation à être fait au début d'une législature de 5 années, de donner une perspective financière aux collectivités, y compris avec une dimension peut-être plus dure que ce que pourraient souhaiter les collectivités, mais qui leur fournirait au moins de la prévisibilité qui leur fait défaut. Effectivement, que certaines promesses s'évanouissent, de promesses apparemment fermes, s'évanouissent au fil du temps est problématique pour la construction et la tenue de leur budget et plus généralement l'exercice de leur mission. Est-ce que jusqu'ici, certains de mes collègues peut-être veulent poser des questions? Vas-y. Isabelle Briquet. Non, c'est bon, c'est bien. C'est que j'ai pas pris le bon, je suis sûre. Enfin, comme d'habitude, j'ai pas pris le bon. Merci beaucoup, Monsieur Viola. Donc, nous avons l'occasion de se voir en d'autres circonstances aussi. J'aimerais avoir 2 points. Alors, un point de précision par rapport à la situation des départements. Donc, si j'ai bien compris, vous allez, au niveau de la Cour, plus faire un rapport sur la situation du département? Non, dans le cadre de notre prochain rapport sur les finances publiques locales, où l'on analysera l'année 2024, évidemment, on se penchera plus particulièrement sur la situation des départements et les disparités de ces situations. Parce que je crois que ce qui serait intéressant aussi de regarder, c'est compte tenu de la nature de leurs recettes, essentiellement les DMTO, de l'inadéquation de cette recette avec les compétences exercées. Je suppose que ceux qui s'en sortent bien, enfin ça, je le lirai avec attention, mais je le lis toujours avec attention. Donc, mais celui-là, il va m'intéresser particulièrement aussi s'il va sur ce point-là, parce que il semblerait logique que là où il y a plus de DMTO, c'est-à-dire grandes villes attractives, les côtes, Côte d'Azur, côte atlantique, sans doute un bout de la Bretagne,
on retrouve beaucoup plus de recettes, du coup. Et c'est ça qui serait intéressant à voir, parce que autant sur les grandes villes, ça peut peut-être être plus nuancé, parce que là, il doit y avoir des charges aussi importantes. Mais sur le reste, on risque d'avoir des recettes très importantes et un inversement proportionnel de leur charge, parce que c'est pas là où les besoins sociaux souvent sont les plus prégnants. Donc ces DMTO risquent d'être une recette contre-productive par rapport aux compétences exercées par les départements. Donc ça serait intéressant de voir ce point-là. Et un autre point, mais là c'est plus une remarque sur une éventuelle loi de programmation des finances publiques locales. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur cette éventualité, parce que compte tenu du contexte, ne serait-ce pas là encore un amoindrissement de l'autonomie des collectivités et voire même encore un attentat un petit peu plus à la libre administration de ces mêmes collectivités. Parce qu'à partir du moment où on sanctuarise dans un contrat un certain nombre de choses, forcément, on serait amené à davantage de contraintes. Et voilà. Donc j'ai beaucoup de réserves sur ce sujet-là, dans le contexte dans lequel nous sommes. Pour répondre sur le deuxième point, on concevrait difficilement une loi de programmation des finances publiques locales qui ne comporte pas d'instruments destinés en fait à encadrer l'évolution des dépenses par rapport à un certain nombre d'engagements, et une loi ayant pour objet de dégager un certain solde. Voilà, donc il faut évidemment apprécier dans quelle mesure les collectivités seraient disposées à ce type de choses. Et plus généralement, je crois que sur la question du solde des collectivités, il faut déterminer si le solde des collectivités, c'est une simple prévision qui est communiquée à la Commission européenne et qui est adoptée par ailleurs dans des lois, qui est communiquée annuellement à la Commission européenne et qui est adoptée par ailleurs dans des lois de programmation des finances publiques, ou bien si c'est un objectif. Ça n'est pas la même chose entre une prévision et un objectif. Une réalisation peut varier de manière plus ou moins importante de la prévision. En revanche, si c'est un objectif, dans ce cas-là, il faut se donner les moyens de l'atteindre de la manière la moins douloureuse vis-à-vis des collectivités. Voilà. Et pour revenir sur les DMTO, la Cour n'a cessé de s'exprimer dans quantité de rapports pour dénoncer l'inadéquation complète de la ressource DMTO à la nature des compétences des départements. En moyenne, les départements consacrent les 2/3 de leurs dépenses de fonctionnement, dépenses directes et indirectes, au domaine social. Ce sont des dépenses rigides, évolutives, sur lesquelles les départements ont très peu de marge de manœuvre. Il n'est d'ailleurs pas souhaitable, du point de vue de l'accès aux droits, des personnes en question qui les exercent dans un sens restrictif. Donc d'avoir une recette qui est une recette cyclique, assise sur un segment particulier de l'activité, segment qui lui-même comporte une dimension spéculative importante et qui fluctue, est un vrai problème. Il faut dire aussi que les bases des DMTO sont extraordinairement inégalement réparties, puisque, exprimé par habitant, on est sur un rapport de 1 à 6 avant péréquation nationale. Et après péréquation nationale, on reste sur un rapport de 1 à 3. Il reste à apprécier si un rapport de 1 à 3 est véritablement admissible du point de vue de l'homogénéité des compétences obligatoires des départements dans le domaine social. Mais ça n'est pas les DMTO ne sont pour autant pas le seul problème qui affecte la structure de financement des départements. On pourrait citer, et c'est le cas aussi des régions, une fraction d'assises sur les énergies qui est structurellement stagnante ou orientée à la baisse. On pourrait aussi citer
une dotation globale de fonctionnement qui comporte 3 strates différentes, une dotation forfaitaire qui est l'héritage sur le long terme de la taxe locale sur les ventes, une dotation de compensation qui a pour objet de compenser les transferts de compétences intervenus il y a très longtemps de la part de l'État et qui est calibrée en fonction des dépenses que réalisait l'État il y a très longtemps, donc qui n'a rien à voir avec les besoins actuels, et 2 dotations de péréquation qui distinguent les départements urbains et non urbains, voilà, alors même que, en réalité, cette catégorisation ne fait pas nécessairement sens. Il y a un gros tiers de départements qui sont mi-urbains, mi-ruraux, et surtout, ce que devrait prendre en compte la péréquation de la DGF et qu'elle ne fait pratiquement pas, quasiment pas, sauf un tout petit peu pour la dotation de péréquation urbaine, ce sont justement les dépenses sociales. Les dépenses sociales n'interviennent pas du tout en termes de critères de répartition de la péréquation de la DGF. Donc voilà, donc la somme de tout cela, si vous voulez, ça conduit en fait à une extraordinaire inadaptation par rapport aux besoins des départements. Et je me permettrai d'ajouter un dernier facteur d'inadaptation, c'est la compensation des pertes de taxes foncières sur les propriétés bâties, puisque c'est une compensation qui est... Alors c'est le cas aussi pour les régions, c'est le cas aussi pour les intercommunalités, en tout cas la part de base, on reviendra sur le FNAET, je pense, correspondant à la dynamique. C'est une répartition qui est fondée, qui correspond de manière homothétique aux pertes de recettes de chaque collectivité. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait, cette répartition? Elle consolide les inégalités de base foncière qui pouvaient exister entre les départements. Donc, et ces inégalités de base foncière, elles sont complètement déconnectées elles-mêmes par rapport aux besoins de financement. Donc ce que la Cour ne cesse de plaider, c'est de remettre à plat la structure de financement de l'ensemble des collectivités et, vu l'urgence, prioritairement des départements, de façon à répartir l'ensemble des transferts financiers de l'État, ou aller le plus loin possible dans la répartition des transferts financiers de l'État, en fonction non pas de données historiques du passé qui n'ont plus rien à voir avec la situation actuelle, mais en fonction de données contemporaines de population, de ressources et de charges. La difficulté, elle est clairement avivée par les différences d'évolution démographique entre les départements, puisque vous avez à peu près une quarantaine de départements qui, année après année, connaissent un recul démographique important. Et en revanche, vous avez une soixantaine de départements, dont 30 en particulier, qui sont très dynamiques en termes de population. Et ces différences démographiques ne sont pas étrangères aux difficultés particulières que ressentent certains départements aujourd'hui. Par exemple, la Gironde, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et les Vilaines sont des départements qui ont pour caractéristique d'avoir une démographie extrêmement, je ne parle même pas de la Guyane et de Mayotte, d'avoir une démographie qui est très dynamique et en revanche d'avoir une structure de ressources comme l'ensemble de celles des départements qui ne tient pas compte fondamentalement du facteur démographique. Et ça, c'est une vraie difficulté. L'enjeu du facteur démographique, il ne tient pas uniquement à la part de la population âgée ou très âgée qui pèse sur les besoins au titre de l'APA et des frais de séjour en établissements médico-sociaux. Donc, en tout cas, du côté des départements, une structure de financement dans laquelle il n'y a pas de rapport, en fait, entre les besoins actuels de financement, département par département. Ce qui ne veut pas dire que quand on prend l'ensemble des ressources des départements, si on les redéployait différemment, on ne retrouverait pas des équilibres. On retrouverait certains équilibres. Mais aujourd'hui, en tout cas, ces équilibres n'existent pas. Et encore une fois, ça conduit à juxtaposer des situations financières de nature et de portée extraordinairement différentes. Moi, j'ai juste une... Pardon. Monsieur Saumon. Merci. Laurent Saumon. Merci, Madame la Présidente. Juste une question. Est-ce qu'il y a eu une étude de fait sur les effets de bord de la fusion des intercommunalités sur les dotations et notamment la suppression des dotations de péréquation comme la DSR pour certaines communes qui fusionnaient dans des intercommunalités qui avaient des niveaux, enfin, qui faisaient monter la moyenne, j'allais dire, à la fois du revenu, du potentiel fiscal, etc., et pour lequel ils se sont retrouvés à ne plus pouvoir bénéficier des DSR. Nous n'avons pas fait cela. Autre chose, à vrai dire, mais nous n'avons pas traité cet angle-là.
En tout cas, on va lire le rapport sur les départements avec attention. Sur le financement de la transition écologique, qui fait un peu partie qui fait vraiment partie même de cette commission d'enquête, au regard de la libre administration, la Cour des comptes s'est régulièrement prononcée pour un meilleur fléchage des dotations d'investissement sur ces investissements de transition. Est-ce que cette forme de contrainte supplémentaire est compatible avec la libre administration des collectivités? Et ma deuxième question porte sur l'endettement des collectivités territoriales qui pourrait être poussé justement pour ces financements-là, pour financer ces trajectoires qui sont décidées nationalement, qui sont des engagements que la France a pris et qui doivent se répercuter dans les investissements des territoires. Et donc, est-ce que quelque part, on devrait pour permettre un endettement un peu plus fort pour financer ces investissements? La vérité, c'est que beaucoup de collectivités pourraient s'endetter plus, dans l'absolu. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de collectivités, en particulier dans le bloc communal, mais aussi des départements, qui ont des ratios de désendettement qui sont extrêmement favorables. Vous avez même quelques départements qui n'ont pas du tout d'endettement. Il y en a 2 qui n'en ont pas du tout. Voilà, et qui demain matin pourrait qui demain matin. Non, je pose pas au crime. J'évoque des situations. D'un côté, vous avez des départements qui ont des dizaines d'années, des ratios d'endettement de plusieurs dizaines d'années. De l'autre, vous avez des départements qui n'ont strictement aucun endettement. Bon, ou un endettement anecdotique du type un ratio de désendettement d'une année. Voilà. Alors que l'endettement sert à financer des investissements dont la durée d'amortissement est au moins de 5, 10, voire 15 ans. Bon. Donc en réalité, aujourd'hui, beaucoup de collectivités pourraient s'endetter plus pour financer des dépenses d'investissement. Elles pourraient d'autant plus le faire si les taux d'intérêt, évidemment, continuent à diminuer. Cela va de soi. La question que soulève l'évolution, pas le niveau de l'endettement, mais l'évolution de l'endettement des collectivités, c'est-à-dire en fait, cette problématique renvoie à celle du besoin de financement des collectivités. C'est-à-dire que les collectivités ont des règles budgétaires, sont dotées de règles budgétaires qui assure globalement la maîtrise dans la durée des finances locales, donc un budget de fonctionnement qui doit être équilibré en recettes de fonctionnement, une section de fonctionnement qui doit être équilibrée, une section d'investissement pour laquelle il n'est pas possible d'emprunter pour financer des dépenses de fonctionnement, il n'est pas non plus possible d'emprunter pour rembourser des emprunts. C'est évidemment une différence majeure avec l'État. Pour autant, les collectivités, dans le cadre de leur section d'investissement, ont la faculté d'emprunter. L'emprunt se traduit par un besoin de financement. Et un besoin de financement qui pèse, même si il a beaucoup moins d'importance que d'autres besoins de financement, évidemment, sur la trajectoire d'ensemble des finances publiques. Donc la problématique, à vrai dire, c'est d'intégrer les besoins de financement externes des collectivités au titre de l'investissement, puisqu'elles ne peuvent emprunter que pour investir, en particulier au titre de la transition écologique, dans le cadre global des finances publiques. Et la difficulté que vous soulignez, elle est plus large. Il y a un impératif de transition écologique. Il faut que cet impératif de transition écologique soit pleinement pris en compte dans les trajectoires financières. C'est aussi quelque chose que la Cour a préconisé et qui n'est pas vraiment fait à l'heure actuelle. Voilà. Il y a une évaluation des besoins d'investissement global et puis il faut intégrer les besoins liés à la transition écologique dans la trajectoire d'ensemble des finances publiques, ce qui veut probablement dire peser aussi sur d'autres dépenses, puisque nous ne sommes pas dans un monde de ressources illimitées. Et à vrai dire, la grande difficulté que soulèvent les finances locales, mais
ce n'est pas une difficulté qui les concerne, elles, uniquement, c'est comment prendre en compte le fait que nous sommes sur des trajectoires de croissance économique aujourd'hui de l'ordre d'un point, peut-être 1,5 point, ça peut être un grand résultat, alors que nous avons tout un ensemble de politiques publiques et tout un ensemble d'instruments qui ont été conçus à des époques et en fonction de perspectives ou d'ambitions de croissance qui étaient plutôt calées sur 3 ou 4 points. C'est ça la difficulté. Cette difficulté, on la retrouve dans le domaine social, avec la dynamique spontanée des dépenses de santé. On la retrouve aussi du côté local, avec la dynamique spontanée d'un grand nombre de postes de dépenses sociales ou non sociales. Il faut que chacun des acteurs des finances publiques sache intégrer ses objectifs, ses ambitions, dans une perspective de ressources qui ne dépasse pas l'inflation plus au maximum 1 point d'évolution. Et objectivement, ça n'est pas le cas. Si c'était le cas, nous aurions des déficits publics maîtrisés. Parce que ce n'est pas le cas, nos déficits ont malheureusement beaucoup augmenté. Le sujet qu'on a, c'est que les trajectoires, les stratégies construites par l'État, par le SGPE, et nécessitent, et on a eu I4CE qui l'a évalué, un doublement des investissements des collectivités sur la transition. Et donc, dans ce cadre très contraint des finances publiques, est-ce que ça vous paraît atteignable sans déséquilibrer? Il faut avoir une réflexion globale sur l'ensemble des dépenses. Il peut y avoir des dépenses à réduire du fait de cette priorité. Il faut aussi avoir une réflexion sur l'ensemble des recettes. Et pas que l'emprunt, c'est aussi une réflexion globale sur la nature des recettes des collectivités au regard de ses besoins. Et l'idée d'une dette verte ou d'une dette différente, qu'on qualifierait différemment dans nos budgets en fonction de la nature de ces investissements, ça n'est... Nous ne l'avons pas expertisé. Cette dette resterait une dette, une dette financière dès lors qu'elle serait financée par l'emprunt, et elle entrerait de toute manière dans l'ensemble de la dette publique. C'est vraiment une question d'adaptation de priorités en fonction d'objectifs de politique publique qui évoluent, qui ont un caractère évolutif. Le président de la Cour des comptes, M. Moscovici, que nous avions reçu à la commission du développement durable, nous avait dit, en matière de transition écologique, nous sommes devant un mur d'investissement. Effectivement, depuis le fonds vert, la prime rénov', enfin tout ce qui... Et puis, excusez-moi, mais dans le même temps, 38 milliards d'exonération fiscale, et on cherche 40 milliards pour 2026. Je sais pas, je crois que ce sont des chiffres qui parlent, et on a des raisons de s'inquiéter. Je n'ai rien à ajouter je n'ai rien à ajouter par définition à votre. Je ne me permettrai pas de contredire votre propos. Tout d'abord, et pour ce qui concerne le mur d'investissement, c'est tout à fait exact. Il faut introduire dans l'analyse aussi l'endettement privé. Car il peut aussi y avoir un endettement des ménages, il peut aussi y avoir un endettement des entreprises pour abattre une partie du mur en question. Le mur en question ne pourra pas être abattu uniquement, voire principalement, par des acteurs publics dont, je suis navré de le dire, les ressources proviennent de toute manière des ménages et des entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inscription de la transition écologique dans la trajectoire d'ensemble des finances publiques n'est pas réalisée. Et c'est une limite très importante à notre planification financière. Alors, dernière question. Il y a d'autres ressources qui pourraient revenir aussi, nous en faisons, à l'occasion de l'examen du PLF. Voilà, les plus riches de ce pays, les plus fortunés, avaient disposé de 600 milliards en 2017. Ils ont 1300 milliards aujourd'hui. On pourrait aussi envisager qu'ils puissent
faire un effort, eux aussi, et participer quelque peu, un temps soit peu. Quelques tout petits pourcentages pourraient nous sauver la mise quand même. Alors, une dernière question de Monsieur Saumon. Non, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque par rapport à ce que vous avez dit. Beaucoup de collectivités, et notamment des communes, ont une capacité de désendettement qui est très faible et donc leur permettrait d'avoir effectivement une capacité d'endettement et donc de faire recours à l'emprunt. Oui, mais il faut regarder un peu les niveaux de strates, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus les communes sont petites, plus elles ont un taux d'épargne qui est élevé, mais qu'une capacité, avec un taux moyen, si j'en crois ce que disait le cabinet Klopfer, puisque je regardais une de ses études, où le taux moyen, je dirais, par habitant est le même, mais selon que vous avez 100 habitants ou vous en avez 100 000, évidemment, multiplié par la même somme de grosso modo 350 € d'investissement par habitant en 2023, ça ne fait pas les mêmes sommes. Et donc la difficulté pour les petites collectivités, c'est quand même évidemment de trouver à mobiliser suffisamment de fonds pour faire des travaux qui peuvent être de manière démesurée en termes de capacité financière de la collectivité. Et d'autre part, je dirais, c'est un raisonnement qui peut être un peu dangereux, parce que l'idée quand même, c'est de désendetter le pays, et les collectivités locales contribuent à cet endettement via les emprunts qu'ils peuvent faire. Et moi, l'idée, c'était de dire justement, il faudrait que vis-à-vis de l'épargne brute et de la capacité de désendettement, il doit y avoir un minimum ou un maximum pour pouvoir moduler les dotations ou les aides à l'investissement que peut verser l'État pour diminuer ses frais de fonctionnement. C'est-à-dire une commune, une collectivité qui a une capacité de désendettement qui est, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, de 15 ans, elle mérite de faire des efforts pour se désendetter et de ne pas dire, au contraire, elle a peut-être des capacités, enfin, elle peut imaginer des investissements qui vont encore l'endetter davantage. Et dire que des communes qui sont plus petites et qui ont des capacités d'épargne qui sont fortes, plus on va cumuler, je dirais, des capacités de s'endetter, d'emprunter, moins on va résoudre le problème de l'endettement national. Alors, sur la question de l'endettement national, pour être tout à fait objectif, l'endettement des collectivités est plutôt stable en proportion du produit intérieur brut ou légèrement déclinant, année après année. Donc il ne constitue pas en soi un facteur de risque sur l'ensemble des finances publiques. Et lorsque vous évoquez des différences de niveau d'épargne entre collectivités, l'une des questions sous-jacentes et on pourrait ajouter entre les différentes catégories de collectivités, une question sous-jacente qui pourrait être posée, évidemment, c'est celle d'un redéploiement de ressources, de façon à couvrir des besoins plus urgents. Il est quand même frappant de constater que les différentes catégories de collectivités et en leur sein différentes collectivités ont une capacité très variable à assumer des compétences obligatoires ou des compétences quasi obligatoires. Je pense par exemple de fait, je pense aux cantines scolaires par exemple. Voilà. Est-ce que c'est une situation normale ? La question mérite d'être posée, puisque les inégalités de ressources des collectivités, leurs différences de capacité d'épargne peuvent être liées à la gestion, à la qualité de leur gestion, mais peuvent aussi être liées à des inégalités de répartition, à des inégalités de découpage territorial, à des situations de découpage territorial qui vont prendre en compte telle activité économique située à tel endroit et pas tel autre, alors que les salariés habitent à côté. Enfin, il y a tous ces facteurs dans l'autre commune, il y a tous ces facteurs-là qui jouent dans le sens d'inégalités quand même extrêmement fortes. C'est pour ça aussi que la Cour a préconisé de renforcer la péréquation verticale dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement, voire de casser le système actuel de la DGF qui juxtapose des dotations héritées du passé et des dotations de péréquation pour passer finalement à une redistribution complète en fonction de données contemporaines et de renforcer la péréquation, aussi la péréquation horizontale, y compris dans le cadre du FPIC. Très bien. Pardon. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous, chers collègues, pour vos questions. Participation donc à notre réflexion et en tout cas nos travaux. C'est vraiment extrêmement intéressant et ça appellera d'autres auditions. On continue avant de remettre notre rapport. Mardi prochain. Mardi. Très bien.
Merci à tous. Mardi, une réunion de débat, concertation sur le premier plan de notre rapport. Et ensuite, on auditionnera l'ANCT. C'est à 15h, mardi. Merci. Merci.